Kelemati, yeah, bye bye, sumambo. Kelemati, yeah, bye bye, sumambo. Kelemati, sumambo. Kelemati, sumambo. Kelemati, yeah, bye bye, sumambo. Eh bien, bonjour ou bonsoir plutôt. Je suis Piero Sardo, président de la Fondation Slow Food pour la biodiversité et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer cette conférence portant sur l'un des thèmes clés pour Slow Food et la planète. En fait, je n'aime pas tellement le mot modéré, mais en fait, je dirais que je vais introduire cette conférence plutôt. Je le répète, il s'agit de l'un des thèmes fondamentaux qui fait toujours la une des journaux. Parce qu'en fait, désormais, nous sommes tous conscients que le problème de la nourriture, de l'alimentation, de l'agriculture, de la mer, eh bien, c'est là l'un des thèmes cruciaux pour l'avenir, pour notre avenir et pour les générations futures. Il ne s'agit plus tout simplement d'une question technique, il s'agit d'une question vitale. Par conséquent, le thème sol et aliments et futur, dirais-je, devient effectivement un élément fondamental de compréhension de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Or, pour débattre de tout cela, nous avons parmi nous trois intellectuels, activistes, en fait, je ne sais pas comment les définir, et qui vont nous accompagner tout au long de ce voyage. Le premier auquel je donne la parole est Eric Schlosser, parce qu'en fait, cette année, 2021, en fait, nous célébrons, si vous voulez, le 20e anniversaire d'un livre qui a été fondamental pour Slow Food, je dois l'admettre. Parce qu'en fait, pour nous, ça a été une publication qui nous a accompagnés pendant les premières années de notre histoire. Il s'agit du livre Fast Food Nation. Eric Schlosser en est l'auteur et entre autres, il a publié pas mal d'autres livres, Command and Control, Fear Madness. Et il était également producteur des films. Et en fait, Fast Food Nation a inspiré un film qui a remporté un grand succès. Et donc, à l'époque, il nous a fait comprendre ce qui était en train de se passer aux États-Unis et par conséquent, quels étaient notre destin, parce qu'en fait, tôt ou tard, nous serons là également. Mais ce que je veux clarifier maintenant, et j'invite Eric à mieux nous comprendre ça, est ce qui suit. Aujourd'hui, si tu étais censé réécrire Fast Food Nation, quels sont les changements que tu apporterais à ton livre? Merci pour m'avoir invité tout d'abord. Malheureusement, la réponse à cette question est que je ne devrais pas changer beaucoup par rapport à ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait, 20 ans se sont écoulés dès que j'ai publié mon livre Fast Food Nation. Et c'est un travail qui a été assez important et je me réjouis qu'il ait exercé un impact si important sur la production, la distribution et la consommation des aliments aux États-Unis. Certes, pour un écrivain comme moi, cela est très important. Arriver donc à changer toutes ces choses-là, avoir un impact sur toutes ces choses-là. Mais en fait, beaucoup des questions avaient été abordées, que j'avais abordées, en fait, ne sont que ça, non, se sont aggravées parce qu'en fait, c'est un livre qui porte sur le fast-food, la restauration rapide et son impact sur nos habitudes alimentaires, sur nos méthodes de production. Et en fait, mon livre portait également sur le pouvoir incontrôlé de la part de grandes entreprises et comment donc ce pouvoir incontrôlé s'est manifesté dans le secteur alimentaire. En secteur où en fait les problèmes se sont aggravés. Par exemple, le taux d'obésité et donc la manifestation physique de la nourriture que l'on consomme aux États-Unis, une nourriture super industrielle, eh bien cela a un impact sur mon corps et cela est encore aggravé. Je suis en Californie aujourd'hui et je peux affirmer que 75% des adultes dans les États-Unis
ont tout au moins du surpoids, si ce n'est que des obèses. Et un enfant sur 7, d'âge de 2 à 5 ans, est déjà obèse ou en tout cas présente du surpoids. Donc, le secteur alimentaire, effectivement, subit tout ça. Et alors, disons que les personnes qui sont le plus endommagées par ce type de nourriture, ce sont notamment les pauvres, les minorités, les noirs. Et il en vaut de même pour l'industrie du tabac, si vous voulez. Donc, les personnes qui ont étudié et qui sont plus conscientes ont arrêté de fumer. Et par conséquent, l'industrie du tabac, au jour d'aujourd'hui, essaye maintenant de vendre plutôt aux pauvres, aux minorités. Et il en vaut de même pour les industries alimentaires, malheureusement. Donc, nous assistons donc à l'impact dévastant exercé par ce type de nourriture qui est consommée notamment par ceux qui ne peuvent pas se payer d'autres types de nourriture. Mais en tout cas, la moitié des adultes noirs sont obèses. Ce sont des données statistiques très alarmantes, mais c'est comme ça. Ce qui, effectivement, va se répercuter sur la société en général pendant des années. Lorsque je considère, par exemple, la production de nourriture et, entre autres, dans mon livre, quand j'ai parlé des élevages et de la production des hamburgers, et j'ai parlé des centaines de milliers de vaches qui étaient en fait gardées dans les élevages pour produire le lait et le fromage. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des élevages de ce type encore, mais disons que en plus de cela, il y a également toute la production des déchets qu'il faut écouler, du fumier par exemple. Je fais référence également à ce pouvoir incontrôlé de la part des grandes entreprises. C'est là un thème que j'ai abordé dans mon livre. Et dès lors, en fait, il faut parler de cette entreprise chimique qui produit les OGM, les pesticides, qui est devenue toujours plus importante. Il y a également une entreprise chinoise qui s'est répandue beaucoup et qui en fait produit et travaille la viande de porc. Donc, il y a juste une grande entreprise qui est en mesure de gérer un porc sur 4 élevé. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème tout à fait américain, mais maintenant je me rends compte qu'il s'agit d'un problème global qui donc se manifeste en Chine, en Europe orientale, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, en fait, maintenant, les entreprises du fast-food s'adressent à l'Afrique. Et donc là encore, il y a les mêmes modalités qui se répètent et les mêmes problèmes qui se diffusent. Et en fait, le virus COVID-19 n'a fait que souligner les injustices du système parce qu'en fait, l'administration Trump a fait de son mieux pour déréglementer l'industrie du fast-food, de la production de la viande, favorisant donc le développement et le renforcement de ces géants industriels. Voilà donc quelle est la situation actuelle 20 ans après la publication de mon œuvre. Donc, disons que les choses n'ont fait que s'aggraver sur certains points de vue et le mouvement en faveur d'une alimentation saine, propre et juste, en fait, doit encore faire beaucoup aux États-Unis. En fait, dans mon livre, j'avais également payé de l'impact de ça sur les travailleurs, ces pauvres immigrés qui travaillent dans les champs ou dans les entreprises de viande industrielle. Eh bien, leurs conditions n'ont fait que s'aggraver. Et maintenant, ce problème a été exporté en Espagne, en Italie. En fait, désormais, l'exploitation des travailleurs migrés a lieu dans autres pays aussi. Mais évidemment, je ne veux pas être seulement négatif parce qu'en fait, il est vrai qu'on a assisté à pas mal d'empirements, mais j'ai également vu pas mal d'opportunités de changement après la publication de mon livre. Je vous remercie pour avoir fait allusion au 20e anniversaire de la publication de mon livre, mais c'est également
le 35e anniversaire de Slow Food. Et en fait, au fil des ans, j'ai vu que Slow Food s'est répandu beaucoup et vous êtes devenu désormais une force internationale. Et je m'en réjouis. En fait, les études ont prouvé que le plus l'on a accès à l'éducation et le moins il est probable de développer l'obésité et de consommer donc la restauration rapide ou la malbouffe. Donc aux États-Unis, nous avons deux systèmes alimentaires. Ce système qui est en train de s'accroître rapidement et qui est en train donc de produire des aliments durables pour garantir la bonne santé auxquels ont accès les personnes qui ont étudié. Et d'autre part, nous avons par contre un système qui favorise l'obésité et les mauvaises habitudes. Et donc, j'espère que bientôt, ce nouveau système, sur la base d'une alimentation bonne, juste et propre, ne fera que se répandre. La nouvelle administration de Washington, certes, a un grand potentiel de ce point de vue, et donc, elle pourrait essayer d'imposer à ces grandes entreprises le coût qui, en fait, pour le moment, est payé par le reste de la société. Et en fait, un grand encouragement me vient du fait que lorsque j'ai écrit Fast Food Nation et j'ai analysé donc l'origine de ce système, je m'étais rendu compte que, en fait, ce n'était pas le résultat des forces des marchés, mais c'était plutôt le résultat de la corruption des gouvernements et également de ce pouvoir des entreprises, ce pouvoir incontrôlé. En fait, il y a ces entreprises qui, en fait, font du mal aux gens juste pour leur profit. Mais on peut changer les choses. Et je pense que chez Slow Food, il y a les lignes directrices à suivre pour pouvoir donc aboutir à ce changement. Et voilà, ça a été une réponse assez longue à votre question. Je m'en excuse. Merci pour cela. Certainement, dans le concept de fast-food et de la restauration rapide, la viande joue un rôle principal, ça c'est clair. Et les deux choses vont ensemble, vont de pair, parce qu'en fait, le concept de restauration rapide est né avec l'idée de l'hamburger et puis tout le reste a suivi. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons affaire avec un autre problème, à savoir que, en fait, la viande fait l'objet d'une bataille d'un autre type. Pour cela, donc, je m'adresse à Paul Ariès, écrivain, journaliste d'investigation, mais également enseignant de droit public. Et en fait, il a publié une quantité énorme d'œuvres, mais il est également un militant parce qu'en fait, il s'engage à fond sur ce thème. Et donc, de lui, je voudrais savoir ce qui est en train de se passer au sujet donc de la viande, qui en fait est l'un des thèmes qui nous préoccupe le plus. Chers mangeurs et chères mangeuses, je préfère dire mangeurs à consommateurs. Nous vivons en fait aujourd'hui une double révolution alimentaire. La première révolution, elle concerne le contenu de l'assiette. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Alors, il y a un débat entre experts sur le taux de renouvellement. Est-ce que ça va être 70% ou presque 100%? Ce qui est certain, c'est que nos enfants, nos petits-enfants ne mangeront pas comme nous. Mais vous me direz que nous-mêmes, nous ne mangerons pas comme mangeaient nos anciens. Et vous avez raison. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette révolution ne répond plus à des changements culturels et même pas encore à des changements climatiques, mais aux possibilités nouvelles offertes par les biotechnologies. Et le maître mot de cette première révolution, c'est la dénaturation de la table, son industrialisation à outrance, son artificialisation. Alors nous en parlerons dans un moment, mais j'aimerais évoquer d'abord la seconde grande révolution qui concerne aujourd'hui l'alimentation. Et cette seconde révolution, c'est celle de notre rapport à l'alimentation. Comment mangerons-nous et qu'est-ce que manger veut dire? Et le maître mot de cette seconde révolution, c'est la déstructuration de la table. C'est-à-dire qu'on mange de plus en plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et j'ajouterais, au regard de l'histoire, avec n'importe qui. Et cette déstructuration de la table, elle passe par sa désymbolisation.
nous avons oublié que la table est un fait social total qui concerne toutes les dimensions de notre être individuel, mais aussi collectif. Une bonne table, elle doit autant s'adresser au corps biologique qu'au corps onirique, le plaisir qu'on peut y trouver, qu'au corps social, écologique et même politique. Et c'est dans cette mesure que l'humain est ce qu'il mange. Et nous avons, à cet égard, de quoi être inquiets. Si la table est un grand témoin d'une civilisation, que peut-il naître d'une alimentation de plus en plus artificielle, d'une alimentation où le culte de l'hygiène se confond avec l'hygiénisme, d'une alimentation où le mangeur ne sait plus ce qu'il mange, d'une alimentation principalement solitaire et non plus partagée. Le nanisme alimentaire ne peut pas être le socle d'une culture. J'aimerais décrire quelques-uns de ces miracles technologiques. Alors vous connaissez tous et toutes les OGM, mais vous ignorez souvent que l'industrie commercialise déjà des OGM cachés, des OGM de 2e et 3e génération, issus de la cisgénèse, de la mutagénèse. Veut-on vraiment de ces pommes OGM qui ont été conçues pour ne plus brunir une fois qu'elles sont épluchées? Veut-on vraiment de ces melons cisgéniques à maturité retardée? Et ces OGM échappent au statut juridique des OGM. Ce sont donc des OGM cachés. Alors vous connaissez aussi les produits restructurés, comme la viande restructurée, à ne pas confondre avec la viande hachée qui, elle, peut être délicieuse. Avec la viande restructurée, vous avez au départ un vrai animal avec ses tissus, ses os, ses viscères, mais il va être broyé dans une grosse machine afin d'en faire une solution aqueuse, une sorte de bouillie que l'on peut ensuite restructurer, recoloriser, réaromatiser à volonté. Mais il n'y a pas que la viande qui est aujourd'hui restructurée, mais aussi les œufs, avec les ovoproduits, les olives. Vous connaissez sans doute aussi les contenants alimentaires nanotechnologiques, mais on connaît moins les aliments nanotechnologiques. Et ces aliments nanotechnologiques permettent déjà de booster artificiellement certaines caractéristiques que l'on souhaite développer. On va par exemple introduire des capsules nanotechnologiques sur des grains de café pour que ces capsules explosent au contact de l'eau chaude et libèrent ainsi des arômes artificiels de café. Je pourrais vous parler aussi de l'irradiation des aliments, pardon, on dit la ionisation. Ça permet de ralentir le vieillissement des aliments, donc de favoriser le commerce global, mondial, et de casser l'agriculture locale. Je pourrais aussi vous entretenir des imprimantes 3D alimentaires, déjà très utilisées en pâtisserie, mais qui demain pourraient remplacer le service de portage des repas, notamment auprès des personnes âgées. Mais tout ce que je viens d'exposer, ça reste du bricolage au regard de ce qui risque fort de se développer prochainement sous le nom d'agriculture cellulaire. L'agriculture cellulaire, elle entend en finir avec 4000 ans d'histoire. C'est-à-dire, elle entend en finir avec le lien qui existe entre l'agriculture et l'alimentation depuis la révolution néolithique. Alors cette agriculture cellulaire, elle va commencer, et elle a déjà commencé, par le secteur des produits et sous-produits carnés, avant de s'étendre aux fruits et aux légumes. On nous promet la généralisation de la fausse viande d'ici 10 ans. Une viande artificielle produite industriellement à partir de cellules souches et à grand renfort d'hormones de croissance, heureusement,
interdite dans toutes les autres formes d'élevage. Et on nous dit que 150 vaches à l'échelle mondiale suffiraient pour produire toute la viande consommée mondialement. Alors cette agriculture cellulaire, elle ne concerne pas seulement la viande, mais le lait, donc le fromage, les œufs, le miel, le poisson. Il y a 3 principaux acteurs qui veulent nous imposer cette agriculture. Le secteur des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, qui investissent dans ce secteur leur trésorerie excédentaire. Il y a aussi le secteur des assurances, qui considère que les épisodies constituent une charge financière trop élevée. Et puis, on a le secteur de ce que j'appelle la sale viande, c'est-à-dire les entreprises qui ont pratiqué durant des années, des décennies, la production de protéines animales au plus bas coût pour se faire un maximum de bénéfices et qui souhaitent aujourd'hui se reconvertir dans la fausse viande pour encore plus de profit. Et ces champions de la fausse viande ont cependant les mémoires longues. Ils se souviennent comment les mangeurs, notamment européens, ont largement refusé la viande clonée il y a quelques années. Ils entendent donc tout faire pour que le dégoût de l'élevage, y compris paysan, devienne plus fort que le dégoût des laboratoires. Et pourtant, cette agriculture cellulaire, c'est déjà un échec programmé, en raison notamment de son caractère énergivore. Mais combien de dégâts seront-ils commis avant qu'on se ramasse le ciel sur la tête? L'agriculture cellulaire, c'est la mort de plus d'1,5 milliard de petits paysans. L'agriculture cellulaire, c'est la disparition des animaux d'élevage. Mais ce qui me rend cependant optimiste, enfin ça dépend un peu des matins, mais ce qui me rend optimiste, c'est de constater la richesse des cultures alimentaires, et pas seulement celle des grandes tables, pas seulement celle de la restauration gastronomique, mais celle de tous les jours, celle de monsieur et madame tout le monde. Les gens ne sont pas ce que les firmes voudraient qu'ils soient. Les gens continuent à aimer bien manger et déjà à aimer partager. Je crois qu'il faut se souvenir que dans presque toutes les langues, le mot compagnon, copain, ça signifie celui avec qui je partage le pain. Et que le mot ami, en vieil araméen, c'est celui avec qui je partage le sel. Il existe aujourd'hui, de par le monde, une multitude d'initiatives qui prouvent qu'un autre futur de l'alimentation est possible. Le mouvement Slow Food a visé juste en choisissant comme stratégie le ralentissement face au fast-food. Et Slow Food a visé juste en faisant de l'escargot son emblème, parce que le choix de la lenteur est la condition pour permettre à l'alimentation de satisfaire toutes nos dimensions individuelles et collectives, mais également pour défendre la diversité des systèmes culinaires et la biodiversité animale et végétale, mais une biodiversité en plein champ et pas dans des frigos. Et cette contre-révolution alimentaire qu'il faut pousser, elle doit passer par le rapprochement entre les mangeurs que nous sommes et les paysans. Et j'aimerais citer, bien sûr, le mouvement Via Campesina, qui défend à la fois l'agroécologie, mais aussi des valeurs, des concepts, comme la démocratie alimentaire, complément naturel de la souveraineté alimentaire. J'aimerais citer aussi les mouvements des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui reposent sur des rapports de solidarité non marchands entre les paysans et les mangeurs. Je pourrais citer de très nombreux mouvements comme celui des incroyables comestibles qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Alors on voudrait nous faire croire que les biotechnologies seraient la solution à la famine,
qui touche dans le monde 1 milliard d'humains. L'ONU ne cesse de rappeler que 30 milliards de dollars par an, pendant 25 ans, permettraient de régler le problème de la faim dans le monde. Alors ces 30 milliards, on ne les trouve pas, mais le seul gaspillage alimentaire nord-américain, États-Unis et Canada atteint 100 milliards de dollars par an, 3 fois ce qui serait nécessaire pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Le tiers de ce que l'agriculture produit est gaspillé, parce que le gaspillage est consubstantiel à l'agriculture industrielle. Et ce n'est pas vrai qu'un peu d'agriculture industrielle gaspille ou produit de la famine, mais que beaucoup d'agriculture industrielle sauverait l'humanité et les écosystèmes. L'heure est donc venue, je crois, pour l'ensemble des mouvements alternatifs, comme Slow Food, de compléter les solutions individuelles et collectives, coopératives, parce que je nomme des solutions politiques, au sens noble du terme. Et je rêve que Slow Food, notamment, devienne un acteur central pour défendre ce que certains, en France notamment, nomment le principe de sécurité sociale alimentaire, pour défendre par exemple la gratuité de la restauration scolaire. Certains pays comme la France, la Belgique, ont la chance que le secteur de la restauration sociale, scolaire, entreprise, hospitalière représente plus d'un repas sur 2 consommé à l'extérieur. C'est donc une chance, parce qu'avec un peu de volonté politique, il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour faire de la restauration collective un levier extraordinaire, pour réussir la transition écologique, pour avancer vers une alimentation relocalisée, ressaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée, carnée autrement, et j'ajouterais, servie à table, afin de redécouvrir que la table est d'abord un partage. J'ajouterais que je soutiens que cette restauration scolaire doit être aussi gratuite, comme le pratiquent de nombreuses villes dans le monde et quelques pays comme la Suède, mais aussi des pays africains. Vous avez donc compris que pour moi, la solution à la faim dans le monde, à la malbouffe, ne passe pas par les biotechnologies alimentaires, mais par la réappropriation du pouvoir des gens sur la table. Merci. Merci, Paul. En fait, ces 2 révolutions sont très inquiétantes et également, en fait, tu as conclu sur une note plus optimiste, ce qui nous rassure un petit peu. Mais en tout cas, il y a une question qu'on pourrait peut-être aborder lors d'un 2e tour de questions. Très souvent, je suis interviewée et on me demande « Mais qu'est-ce que Slow Food pense de la viande in vitro ?» Certes, je sais qu'il y a plusieurs types de viande qu'on appelle en général la viande in vitro, mais ma réponse immédiate serait « Eh bien, je suis tout à fait contraire. » Mais le problème est que je dis « Je suis contraire, Slow Food est contraire tout de suite ». Cela signifie qu'on est classé comme des personnes qui soutiennent le lobby des producteurs de viande. Et ce n'est pas le cas. Et donc, d'habitude, ma réponse est assez vague quand on me pose cette question. Mais en tout cas, on va y revenir plus tard. Maintenant, le moment est arrivé d'écouter notre 3e intervenant, Winona Laduc, que Slow Food connaît depuis longtemps, parce que je me rappelle qu'en 2003, elle a reçu le prix pour la biodiversité de Slow Food. Elle a participé à plusieurs éditions de Terra Madre. Elle est une activiste leader du mouvement des populations autochtones et du rapport alimentation-environnement. Et dans ce cadre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques réponses qui nous viennent donc du monde des populations autochtones? Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Voyons un petit peu ce qui peut arriver du monde indigène. Tout d'abord, la déconstruction du système alimentaire
est une réalité connue par les gens indigènes depuis des décennies et des décennies. Ce n'est rien de nouveau pour nous. Parce que pour nous, il est fondamental de protéger la biodiversité, ce que Slow Food fait. Et au niveau mondial, on sait que 80% de la population est représentée par les indigènes, les populations autochtones. Et en fait, nous pouvons compter sur plus de 70% de la biodiversité dans le monde. Il y a pas mal d'écosystèmes sur lesquels nous pouvons compter. Certes, on nous a donné le prix pour notre riz sauvage, mais la chose la plus importante est de faire de notre mieux pour respecter donc l'eau, l'écosystème, éviter ou différer le changement climatique et compter sur le riz. Notre riz est un riz très résistant et même si les saisons sont différentes, les températures varient, en fait, le riz existe toujours, il est toujours là. Parce qu'en fait, nous pouvons toujours compter sur un vent favorable qui permet donc la cultivation de notre riz. Donc, il faut permettre à ceux qui sont sauvages de rester sauvages. Et effectivement, l'alimentation peut jouer un rôle important dans cela. Et certainement, ceux qui sont là aujourd'hui connaissent très bien le système alimentaire des indigènes. Vous savez que nous sommes des paysans. Et moi, par exemple, je cultive pas mal de produits, des produits traditionnels, des ingrédients traditionnels, des pommes de terre, des artichauts, du maïs, du froment, et donc toute une série de produits agricoles. Et en fait, ce que je peux remarquer, que nous, on a la tendance à dire qu'en fait, la plupart de nos produits sont plus smart, plus intelligents. Par exemple, moi, je cultive des variétés de maïs qui sont très anciennes. Il y a en fait des variétés qui restent basses en raison, par exemple, du temps qui est assez sec. Mais par la suite, le maïs du Monsanto, s'il y a la sécheresse, n'est pas là. Et donc, la biodiversité est fondamentale, notamment pendant cette période à raison du changement climatique. En fait, nos plantes sont des plantes intelligentes, elles sont smart pour utiliser ce mot. Et je le répète toujours à mes petits enfants. Et, je souligne toujours la différence qui existe entre nos produits et les produits industriels. Donc, vous voyez que toutes ces questions sont très importantes et je prends comme point de repère le pétrole. Je parle toujours des produits qui se produisaient par le passé avant le pétrole et les produits qui sont produits au jour d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des variétés de pommes de terre qui n'ont pas besoin du pétrole, hein, parce qu'on peut juste les planter sans utiliser rien de spécial pour les faire croître. Et donc, lorsque, je ne sais pas, un produit est fait en Écosse et en Chine, et puis on vous le vend à vous, ça n'a pas de sens un système de ce genre. Peu importe s'il s'agit de haricots, de viande, je ne me réfère pas maintenant juste à un produit. Il s'agit de considérer plutôt notre relation à ces aliments. Et en fait, tout le monde le sait que quand on parle, par exemple, de la nécessité de s'adapter au changement climatique, eh bien, de ce point de vue, il y a un grand intérêt qui est porté sur le projet, sur les pommes de terre. Je ne sais pas si c'est en Bolivie ou en Pérou, mais en fait, là, si on commence à cultiver, par exemple, 100 variétés de produits, il y en aura toujours une de pommes de terre. Donc, c'est la biodiversité. Donc, nous avons toujours supporté la nécessité et l'importance de la biodiversité. C'est ça qui est important. Mais il est important également de cultiver, donc de ne pas laisser les autres. Il faut donc laisser aux autres de cultiver. Donc, il faut adopter les bonnes pratiques et les adopter.
et les mettre en pratique. Donc, nous pouvons certainement produire pour vous du chocolat, des pommes de terre, ainsi de suite. Ça va très bien. Mais par la suite, il faut continuer à produire ces produits parce que très souvent, on tombe amoureux d'un produit indigène. On aime bien cette idée du paléo-régime. Ça sonne très bien, ça sonne très amusant. On aime bien ce nom. Donc, très souvent, les gens tombent amoureuses de ces produits. Mais en fait, pour revenir au concept de l'alimentation bonne, propre et juste de Slow Food, eh bien, tout cela est fondamental. En fait, nous avons besoin de reconstruire ce système de ce type de nourriture. Et le système de l'alimentation indigène doit être reconstruit et protégé parce que, par exemple, au Mexique ou également dans d'autres communautés autochtones, il y a des entrepreneurs qui, en fait, s'adressent aux populations autochtones et ces populations sont exploitées. Par exemple, il y a ce produit Tonka Bar. Un produit traditionnel, c'est une espèce de barre énergétique. C'est une barre, oui. Et ça s'appelle Tonka Bar, qui contient des ingrédients qui sont très connus par les autochtones. Et à un certain moment, une entreprise a proposé un produit appelé Epic qui est très semblable à cette barre. Et là, ils ont donc commencé à produire et diffuser ce nouveau produit qui concurrençait donc la Tonka Bar. Et donc maintenant, notre bar est en train de revenir sur le marché, mais il y a eu un moment où en fait on a eu pas mal de problèmes parce que vous le voyez, il y a des problèmes qui se conduisent très mal à l'égard de l'alimentation autochtone. Donc cette entreprise tout simplement a volé cette idée et elle en a tiré profit. Ce qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, nous sommes tous et toutes sur le même bateau, notamment pendant cette période si compliquée. Donc, je me réjouis de ce qu'Éric a dit quand il a parlé de la pandémie qui va nous obliger à changer. En fait, la pandémie est en train de nous faire changer. Des choses ont changé effectivement en raison de la pandémie. Et la perte de biodiversité a été l'une des causes de la pandémie. Pensez par exemple à l'origine du virus en Chine. Le tout a été dû à cette folie industrielle. Certes, c'est pas que j'ignore qu'il y a d'autres causes, mais en fait, là, il y a une véritable fracture entre le monde d'avant et le monde de l'avenir. Et donc, le système de la nourriture industrielle a failli, a échoué. Maintenant, nous insistons beaucoup sur notre production locale. Notre riz sauvage, en fait, nous permet de compter sur une certaine résilience. Et donc, il est important de promouvoir tout ça, non seulement au sein de notre communauté, mais également ailleurs. Et en fait, Slow Food nous a été beaucoup de ce point de vue. Voilà, c'est tout de ma part. Merci. En fait, je n'arriverai pas à affirmer que la nourriture industrielle a presque disparu. Parce qu'en fait, certes, nous connaissons tous l'importance de la biodiversité et des produits anciens. Mais le problème est comment est-ce que ces produits anciens, ces produits autochtones peuvent arriver à la table des consommateurs? Quelle est la façon pour permettre donc aux consommateurs de connaître ces produits? C'est ça l'un des problèmes principaux. Parce qu'en fait,
certes, nous pouvons insister beaucoup afin que les paysans continuent à cultiver de manière naturelle et durable. Mais en fin de compte, ces produits, s'ils restent là où ils sont produits, eh bien, on ne pourra pas avoir un impact important au niveau des changements qu'on veut obtenir. De toute manière, j'aurai encore quelques minutes. En fait, je permets à chacun d'entre vous, pendant 2 minutes chacun, pour confirmer ou rajouter ou compléter ce que vous venez de dire. Eric? Alors, je suis certainement d'accord avec ce qui a été dit par les autres intervenants. Paul, par exemple, parlait des technologies. Eh bien, tout cela est très inquiétant. Mais cela peut être évité. Hein. C'est pas que la technologie est quelque chose d'inévitable. Nous avons la culture. La culture doit nous permettre de choisir. Nous pouvons choisir. Donc, ces produits alimentaires bizarres qu'on nous propose, eh bien, on est libre de les choisir ou pas. Et encore, ce que Winona disait. En fait, je pense que l'une des choses que l'on a perdues dans ce monde industriel est ce sens de révérence, dirais-je, de humilité. Winona a fait allusion à des pratiques qui, en fait, ont concerné plusieurs générations pendant des milliers d'années. Et donc, ces concepts, pendant les 10 ou 20 ans, dernières années, ont été abandonnés. Donc, ce n'est pas qu'on peut, disons, mettre de côté toutes les connaissances, des connaissances qui nous viennent des générations précédentes. Et donc, je suis très heureux d'avoir écouté ce que vous avez dit et je suis tout à fait d'accord de ce point de vue. Paul, à toi. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le fait de choisir à titre individuel de ne pas manger de viande, c'est tout aussi légitime que le fait de faire le choix opposé. Ce qui est problématique, c'est la prétention d'interdire toute forme d'élevage. Or, la vraie opposition n'est pas entre d'un côté les protéines végétales et d'un autre côté les protéines animales. La vraie opposition, elle est entre d'un côté la production industrielle de protéines animales ou végétales et d'un autre côté l'agriculture et l'élevage paysan. L'élevage industriel, c'est une barbarie. C'est une barbarie pour les animaux, c'est une barbarie pour les éleveurs, pour les ouvriers des abattoirs, pour les mangeurs et pour la planète. Mais le 1,2 milliard de petits paysans à l'échelle planétaire ne sont pas responsables de cette situation. L'élevage paysan n'est pas responsable de la faim dans le monde. L'élevage paysan n'est pas responsable du réchauffement climatique. Une prairie avec ses vaches, c'est non pas une source, mais un puits de carbone. Et l'élevage paysan n'est pas responsable non plus de la crise sur l'eau potable. En fait, on confond 3 types d'eau. Il y a ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau réellement consommée par les animaux. C'est 3% de la quantité totale d'eau consommée par l'élevage. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'eau grise, qui est l'eau utilisée pour nettoyer les installations, c'est encore 3%. Et les 96%, eh bien, c'est l'eau de pluie, l'eau verte qui reste dans les prairies. Et puis, j'ajouterais que la présence de l'élevage, c'est aussi le besoin pour 1,2 milliard de paysans dans le Sud d'avoir des animaux de trait, de traction. Il n'existe que 65 millions de tracteurs à l'échelle mondiale. Je terminerai simplement en disant que
l'agriculture cellulaire, ce n'est pas le seul danger. Il y a un autre grand danger, c'est celui des pseudo-fermes urbaines, c'est-à-dire ces usines géantes hors sol à malbouffe industrielle. Et ces fermes pseudo-urbaines, on nous les présente comme étant super écolo, parce qu'elles n'auraient plus besoin d'utiliser de pesticides ou d'insecticides. Bien sûr, parce que l'atmosphère est sous contrôle. C'est-à-dire qu'on a tué le vivant. Moi, je suis convaincu que si le système industriel a échoué, si effectivement une alimentation 100% végane serait incapable de nourrir 8, 9, 10 milliards d'humains, l'alternative, elle est du côté de l'agroécologie. Et nous avions lancé il y a 2 ans un appel co-signé par Carlo Petrini, au nom de Slow Food, par mon ami Jean Ziegler, l'ancien porte-parole de la FAO, en disant il faut inventer une nouvelle alliance entre les animaux et les éleveurs. Mais non pas en partant de rien, mais en partant des savoir-faire qui sont ceux de génération et de génération d'éleveurs paysans dans l'ensemble des pays du monde. Et c'est en partant de ce patrimoine commun de l'humanité que nous pourrons effectivement non seulement nourrir 10 milliards d'humains, mais y trouver du plaisir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais peut-être qu'on devrait tenir compte également de l'aspect sociologique parce qu'il n'est pas facile de demander à des milliards de personnes de renoncer à la viande qu'elles sont en train de manger. 60 milliards de poulets est élevé dans le monde. Là encore, c'est une barbarie. Mais faut-il manger ce type de viande, cette quantité de viande? Il y a derrière ça un mécanisme psychologique, ce qui rend difficile de renoncer à la viande. Et j'estime que l'alternative de la viande in vitro n'est pas une vraie alternative. La vraie alternative, c'est la petite production agricole et l'élevage honnête, compatible, qui tient compte du bien-être animal, un vrai terme. Mais ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Oui, non, à vous. Eh bien, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Certainement, la décolonisation exige du travail. Donc, nous avons fait un chaos et maintenant, il est difficile de remettre tout en ordre. Je n'aime pas parler d'agriculture conventionnelle, traditionnelle et agriculture alternative. Nous sommes l'agriculture qui a été l'agriculture, la seule agriculture jusqu'à l'arrivée de Monsanto. L'agriculture a été toujours comme ça. Donc, en théorie, on peut aborder pas mal d'aspects. Par exemple, maintenant, à raison de la pandémie, les gens ont commencé à consommer des produits locaux. Et donc, il y a eu pas mal de personnes qui ont même commencé à élever leurs propres petits animaux ou qui ont commencé à produire leurs propres produits. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu personnellement, justement parce que en raison du moment spécifique. Donc, cette relocalisation est en train de se passer parce que certes, la globalisation, la mondialisation est axée sur le pétrole, sur des bas systèmes, mais ce n'est pas durable et tout le monde le sait parce que, évidemment, le pétrole est partout désormais. Mais en tout cas, les systèmes sont en train de changer. Il y aura toujours des systèmes qui ne changeront jamais et je ne veux pas perdre du temps pour essayer l'impossible. Donc, je ne veux pas passer mon temps avec des gens riches, blancs, qui va s'acheter tout et qui va consommer toujours tout. Je ne veux pas donc passer mon temps sur cela. Cela doit être déconstruit et cela est en train de se produire
dans plusieurs endroits parce qu'en fait, je le répète, plusieurs personnes maintenant ont commencé à cultiver leurs produits localement. Certes, il faut exercer des pressions afin d'obtenir des politiques nationales. Dans les États-Unis, on est en train de faire ça aux États-Unis. Mais d'un point de vue écolo et également d'un point de vue social, les systèmes sont en train de changer parce que quand j'ai connu Slow Food, j'étais si heureuse parce que ça a été extraordinaire pour moi de découvrir cette réalité parce que j'ai trouvé des gens qui partageaient mes idées. Et en fait, maintenant, tout cela est en train de se répandre. Et je pense que cette tendance ne peut que continuer. Donc, ce mouvement continuera à se répandre en raison notamment de la folie des autres systèmes alimentaires. Et en fait, le système actuel détermine la mort des personnes. Donc, nous n'avons pas d'alternative. Il faut que tout le monde s'engage à fond dans ces thèmes. Voilà, c'est tout. Et donc, au sein de notre communauté, la diabète, en fait, est très répandue. Et donc, que faut-il faire pour cela? Il faut tout d'abord réduire la consommation de certains produits. Et donc, il faut reconstruire le système alimentaire. Et c'est la responsabilité à tous les individus et aux collectivités de promouvoir donc la bonne santé. Et il ne faut pas tout simplement attendre les politiques, mais il faut faire les choses, il faut s'engager dans les choses. Et je pense qu'il y a là une opportunité. La plupart des gens ne devraient pas manger les animaux si les animaux ne sont pas respectés. Et si la nature n'est pas respectée, il ne faut pas consommer de viande. Voilà, un point, c'est tout. C'est une question de niveau de responsabilité. On prend cette responsabilité ou pas? Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Mais de toute manière, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que je vois les paysans. Par exemple, récemment, j'ai participé à une conférence, à une rencontre, et en fait, il y avait des paysans qui ont avoir affirmé 4 fois les graines qu'ils ont produites au niveau local, au niveau interne, ce qui est bien. Donc, cela signifie que tout le monde va planter par la suite ces graines, les graines qui leur ont été fournies par les autochtones. Donc, voilà, c'est là une belle opportunité. Merci. Merci Winona pour ton optimisme qui nous rassure tous, qui nous fait du bien. Mais évidemment, il y a pas mal de perplexité, des doutes, parce qu'il y a des contradictions qu'il est difficile à résoudre. Mais évidemment, il y a des questions qui restent ouvertes. Je profiterai de cette invitation de Winona à agir. En fait, nous le faisons depuis 30 ans déjà, mais en fait, le moment est venu d'exercer peut-être la pression politique et de nous exprimer également, même sous une forme plus politique et moins locale, parce qu'en fait, le moment est arrivé pour ce faire. Donc, je vous remercie tous et toutes. J'espère que cette conférence a été utile pour tous et toutes. Bonne terra madre à vous tous et toutes. Merci. Kelemati, bye bye, sumambo. Kelemati, bye bye, sumambo. Kelemati, sumambo. Kelemati, sumambo. Kelemati,